En cette fin d'année 2013, j'étais un bref type. Je dépensais mon temps entre un projet personnel, des voyages et l'information des médias officiels. France Culture pour la radio et C'est dans l'air pour l'unique émission de télévision à laquelle je prêtais attention. Je me figurais naïvement que le combat politique était relativement sincère. La gauche me semblait progressiste, laïque, libertaire et porteuse de justice sociale. À l'opposé, la droite incarnait le conservatisme, l'individualisme et défendait des positions identitaires et religieuses. En bref, le théâtre politique offert en pâture à la populace. En décembre 2013, l'affaire Dieudonné éclata après la quenelle d'Anelka. En très peu de temps, le monde politico-médiatique en avait fait le diable en personne. Un ennemi public. Quelle était mon opinion sur Dieudonné à cette époque ? Relativement neutre. 10 années plus tôt, l'enthousiasme de ses premiers sketchs avait été douché par cette accusation d'antisémitisme. À l'époque, je pensais probablement que l'antisémitisme s'attrapait comme on attrape la syphilis ou la peste bubonique. Parallèlement à cet tapage médiatique, 2 ou 3 de mes contacts Facebook ont posté certains de ces sketchs. Sur le racisme, sur le voile islamique ou sur les religions. Voici un extrait de son sketch sur les religions. Bien sûr, c'est pour l'amour de Dieu qu'ils ont été se faire péter. C'est vrai, hein. Bon, il y avait la carotte au bout, il y avait 1000 vierges, il paraît, à gagner. Il y a le grand moufti, il leur a vendu le projet. Hein. Tu y vas, puis t'as le droit à 1000 vierges. Là, au niveau de la vente, il est béton, le gars, quand même. Non, mais il faut la refourguer, la salade, elle est pas fraîche, attention. Moi, je suis pas spécialement un malin, mais on peut me vendre un peu n'importe quoi, mais le coup des 1000 vierges, je suis pas sûr que j'aurais becté. Les mecs, ils sont partis, c'est explosé. Persuadés peut-être qu'il y avait des 1000 vierges qui les attendaient, comme ça, dans un coin, dans le milieu des nuages, dans du lait de coco, comme ça. Non, les religieux, ils sont balèzes. Hein. Pour enrhumer du crétin, quand même, c'est les meilleurs. Il faut pas avoir le trac, quand même, pour sortir des conneries comme ça, quand même. 1000 vierges. Promettre 1000 vierges à quelqu'un. Même moi, j'aurais pas osé, alors j'imagine. Pourquoi pas un jet ski, une Ferrari non, Ah non, mais ça m'énerve. Moi, les religieux m'énervent. Promettre des trucs, qu'est-ce qu'ils en savent, les mecs. C'est énervant. Ah là là. Ah, si je le croise, moi, le moufti, croyez-moi, je lui tire les oreilles. Attends, ça se fait pas de dire des bêtises comme ça. Pareil pour le pape. Hein. Bon coup de pied au cul, ça lui remettrait les idées en place. Ah, Jeannot la breloque, là. Ouais. Puis Sharon et toute sa rabinerie, exactement pareil. Hein. Ah, mais tous les religieux, tous, ils m'énervent. Ah non, mais ça suffit. Écoutez, c'est pas vrai, il n'y a pas un endroit dans le monde où ils n'ont pas leur texte saint, leur torche-cul, là, qui te brandissent. Mais c'est ça. Il n'y a pas un endroit dans le monde. Vous avez vu les colons israéliens, par exemple, en Palestine. Les mecs, ils s'amènent avec leur bouquin, leur torche-cul, là. Ils arrivent dans le désert. Tiens, viens. Mokhtar, tu peux venir, s'il te plaît? Parce que je voulais te... Tu as vu? Tu connais ou pas? Non, mais la page 15, tu l'as lu ou pas? Oui, c'est pour ça, je voulais que te le montrer. Regarde. Alors, ah oui, si tu ne lis pas l'hébreu, alors, hein? C'est-à-dire que de là jusque là, c'est chez moi, là. Hein? Ah ouais, c'est pour ça qu'on a commencé les travaux avec les bulldozers, parce que regarde. Et puis c'est signé, hein, je veux dire, tu vois, il y a le... Ah ben, il y a tout le monde, hein, c'est Abraham, je veux dire, il y a c'est Moïse, il y a toute l'équipe, hein. Il y a Sharon qui a fait la dernière page, je crois, enfin bon, tous les gens compétents, hein. Alors Mokhtar, il peut voir, quand même. Montre. C'est bizarre, c'est quelle édition, ça? Non, ça fait 500 ans qu'on a, j'ai pas encore vu. Non, mais c'est incroyable, si t'es pas dans le délire, je veux dire, ça va être choquant, hein. Non, calme-toi. Oh. Mais c'est pareil, non, mais c'est exactement la même chose en ce moment en Nouvelle-Guinée, en Papouasie. Hein. Là, c'est le Vatican qui a envoyé des missionnaires, avec le même torche-cul, hein, notre marque, évidemment. Pleine brousse, comme ça, ils sont là, alors, ils sont là, comme ça. Ah, excusez-moi, s'il vous plaît. Ah non, c'est un singe. Tiens, viens là, toi. Tu peux venir ou pas? Parce que est-ce que non. Est-ce que tu connais Marie? La Vierge Marie, hein? Comment Jésus, tu connais ou pas? On vous a expliqué ou pas? Alors en face, ils ont un papou qui est comme ça, avec un étui pénien. Comme ça.
C'est comme s'il y avait un papou qui allait voir le pape, avec son étui pénien, comme ça. Il allait voir, il dit, tiens, tu sais que maintenant, il faut que tu mettes ça, hein, toi. Plus t'as la tremblote, alors tac, tac, tac. Ces sketchs étaient en totale contradiction avec l'image de monstre que les médias dépeignaient. Par exemple, dans ce débat entre Plantu et Finkielkraut. Vous savez qu'il tape sur toutes les religions. Non, attendez. Vous êtes d'accord ou pas? Il ne s'agit pas de religion, en l'occurrence. Vous savez qu'il tape sur les autres religions. Pour Dieudonné, l'humanité est divisée en deux camps, deux subjectivités planétaires. Les Juifs, qui dominent le monde, et les peuples opprimés. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un dessin à la une du Monde sur les orthodoxes de Jérusalem avec des papillotes. J'ai eu le CRIF sur le dos et comme c'est ahurissant le nombre. C'est peut-être un autre débat, Monsieur Plantu, mais là on parle de quelque chose. C'est le vrai débat. C'est le vrai débat. Il y a des choses. C'est le vrai débat. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Et pour terminer, je sais que j'ai des amis au Proche-Orient. Quand j'étais au Proche-Orient en Égypte et que Dieudonné a été interdit à l'Olympia. Pas à cause de la justice, parce que le directeur de l'Olympia a eu la trouille, il a eu la pétoche. Il a fermé l'Olympia à Dieudonné. J'étais en Égypte et j'étais avec des copains dessinateurs du Proche-Orient, de toutes les régions. Et ils me disaient, mais évidemment qu'ils t'ont interdit. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, en gros, la République française est peut-être dirigée par des gens qui ne maîtrisent plus l'esprit des droits de l'homme. Mais quand ils mélangent toutes les religions, on s'aperçoit que les choses sont... Il ne s'agit pas de religion dans les spectacles. Pardon, Monsieur Plantu, parce que là on commence à tourner en rond un petit peu dans ce débat. Vous ne les avez pas vus alors. Non, enfin, le débat qu'on n'a pas vu. Écoutez, la domination sioniste. J'enfile ma quenelle dans le fond du fion du sionisme. Où est la religion? Il se moque. Où est la religion? Il se moque des religions. Le sionisme, c'est une religion. Il se moque des religions. La quenelle est exclusivement destinée aux juifs. On se calme. Non, parce que la quenelle est destinée aux juifs, exclusivement aux juifs, et non pas aux juifs en tant que religion, aux juifs en tant que juifs. Cette déclaration mérite particulièrement d'être commentée. D'abord car, comme vous l'observerez lorsque je présenterai l'origine de cette fameuse quenelle, cette affirmation est un mensonge factuel. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'elle cache, c'est ce qu'elle nous indique sur l'inconscient d'Alain Finkielkraut. Je m'explique. Quelqu'un qui considère que le fait d'être juif ne relève pas plus de la race que de la religion aurait dit « La quenelle est destinée exclusivement aux juifs, et non pas aux juifs en tant que religion, mais aux juifs en tant que race. » En revanche, quelqu'un comme moi, quelqu'un qui considère que le fait d'être juif relève bien plus de la religion que de l'appartenance à une race aurait dit « La quenelle est destinée exclusivement aux juifs, et non pas aux juifs en tant que juifs, mais aux juifs en tant que race. » En effet, quelqu'un qui considère que le fait d'être juif relève avant tout de la religion est tenté par son inconscient de créer un raccourci mental, c'est-à-dire de définir le concept juif issu d'une communauté religieuse directement en juif. Ce raccourci mental le conduira à déclarer juif en tant que juif, et non juif en tant que juif issu d'une communauté religieuse, c'est-à-dire juif en tant que religion. A contrario, quelqu'un qui considère que le fait d'être juif relève avant tout de la race, et non de la religion, est tenté par un autre raccourci mental, celui qui consiste à assimiler le concept juif en tant que race directement au terme juif. Lorsqu'Alain Finkielkraut déclare « La quenelle est destinée exclusivement aux juifs, et non pas aux juifs en tant que religion, aux juifs en tant que juifs », son inconscient dévoile que sa conception des juifs relève bien plus de la race que de la religion. Donc, ce que nous révèle son inconscient, c'est que pour lui, un juif se définit d'abord comme le représentant d'une race avant d'être le représentant d'une communauté religieuse. C'est-à-dire que, pour lui, l'adhésion d'un individu à une culture, à une morale, à une philosophie revendiquée par une communauté religieuse compte moins que le sang qui coule dans ses veines. Or, quelqu'un qui préfère identifier et distinguer les individus par leur race plutôt que par les autres éléments qui construisent leur identité, culture, morale ou philosophie, est fondamentalement raciste. Cette phrase est en elle-même un paradoxe, car elle démontre le racisme d'un individu qui en accuse un autre de racisme. Il y a marqué Voltaire sur ma main. Ah bah oui, bah d'accord. Voltaire. Laissez parler les autres. Il se moque aussi des religions. Confusion mentale. On se calme. Il s'en prend à toutes les religions, y compris les religions bantoues du Cameroun. Pour vous dire que, il s'en prend peut-être à toutes les religions, je ne sais pas, parce qu'effectivement, je ne suis pas allé voir son spectacle, mais il y a des extraits du spectacle, pardon. Critiquez-le. Et si ça tombe sous le coup de la loi, il y a des juges pour ça. Sur Internet, qu'on n'avait pas forcément décidé de diffuser, mais puisque je pense que c'est au cœur du débat et que nos téléspectateurs doivent comprendre exactement de quoi on parle. Si c'est pour dire que je ne suis pas forcément d'accord, ça peut m'arriver.
Ça peut vous arriver. On se calme. Pour les juifs ou pour les nazis, je veux dire, je suis neutre dans cette affaire. Je ne sais pas, j'étais pas né. Qui a commencé, qui a provoqué qui a volé qui? Bon, j'ai ma petite idée. Le mensonge et le judaïsme, c'est deux concepts très proches. Si t'as pas de lunettes. La vérité est intrinsèquement antisémite. Voilà. Le dessin. Alors ça c'est quoi? Est-ce que c'est comparable au dessin que vous nous montrez tout à l'heure? C'est de la provocation, justement. Non, est-ce que c'est comparable au dessin que vous nous montrez tout à l'heure ou pas? Juste pour comprendre. C'est des provocations. En découvrant de rares articles objectifs sur Internet, je songeais à ces dénonciations médiatiques et aux accusations d'Alain Finkielkraut. J'étais incapable de comprendre l'extraordinaire contraste entre les sketchs humanistes de Dieudonné et la diabolisation qui opérait dans les médias. En premier lieu, je décidai de m'intéresser à l'élément déclencheur de cette chasse aux sorcières, la quenelle. Une quenelle. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un geste extrêmement ambigu, puisque vous voyez le bras vers le bas, la main sur la clavicule, qui est censé être un geste un peu pour montrer qu'on est solidaire avec le bas. Et en fait, derrière ce geste-là, eh bien, se cache une espèce de salut nazi à l'envers. Et ça a été complètement retourné, Dieudonné en tête, pour faire de l'antisémitisme. Pour apporter la contradiction à ce savant Christophe Barbier, je n'ai niché une vidéo intitulée « La quenelle de Dieudonné, explication pour les nuls » sur YouTube. En voici un extrait. Mais les mammifères, mais tous les mammifères nous regardent. Ils sont en train de s'organiser, Jackie. Le dauphin, quand il voit un homme maintenant, il se fout de notre gueule. Bien sûr. Parce qu'il le sait, puis que sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là, Jackie. Merde, mais c'est que j'ai des animaux. C'est vrai que, quoi? Le baptême avec Jean-Marie? Ouais. Ah, t'es encore là-dessus, toi? Ah! Il est encore sur le baptême, sur cet été, là. Ah, génial! Vous avez vu comment ils ont marché, les médias? Et jusque-là, je leur ai mis jusque-là. Bon, j'étais pas tout seul, hein, mais j'étais obligé. Et tu sais combien ça coûte une campagne promo sur TF1? En termes d'impact, j'ai fait mieux que Fourniret cette année. Pourquoi tu te fais chier à violer des gosses? T'as qu'à le faire baptiser, ton enfant. Si tu veux qu'on parle de toi... Oh, mais c'est aussi énormément grâce à Jean-Marie, c'est clair. Et il a fait ça gratoche. Hein. Il m'a dit, si on peut leur glisser une quenelle, je suis avec vous. Ah ben, on leur a rangé la barquette tout au fond, hein, franchement. L'autre, il en prend un peu partout. Bah oui, c'est Julien Drey. Ouais, c'est le mec d'SOS Racisme. Remarque, lui, il nous l'a mis jusque-là, hein, bien comme il fallait. Ah, bien joué. Bah, Julien Drey, c'est lui. Bah, attends. Là, c'est automatiquement. Hein. C'est la mairie de Paris. Hein. Donc là, il y a l'autre vieille chatte, elle est pas contente. Il y a une quenelle qui est pas facile. Hein. C'est vrai que 2009, je me suis lâché. Non, j'en ai glissé. Hein. Ah, j'ai glissé. J'étais motivé. J'avais de la motivation. J'avais l'humeur taquine. J'avais envie d'y aller. Hein. J'ai fini au transpalette de quenelle au fond du magasin. Non mais même moi ça me choque. Mais là, donc ils veulent me retirer mon permis de faire rire. Tu sais que quand tu fais du spectacle, t'as une licence spectacle. Hein. Ils veulent me la retirer. Donc là c'est chiant. Parce que là, apparemment j'ai plus de points dessus. Hein. Robert, je m'en fous. Écoute-moi. Pour éviter de me faire glisser une quenelle, tu sais ce que je fais? Je m'en mets 2 tous les matins. Ainsi, cette fameuse quenelle n'était donc qu'un geste un peu grossier. Dans ce cas, pourquoi les médias poursuivaient-ils cette chasse à l'homme? Étrangement, il semblait qu'ils se posaient eux-mêmes la question. Première question, Philippe Bilger, est-ce qu'effectivement on est parti dans un feuilleton juridique qui pourrait s'étaler pendant des semaines? Il se déplace là où il peut vivre d'une certaine façon. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent et ce qu'argumentent les proches de Dieudonné. On a cette question, qui peut empêcher que Dieudonné mette son spectacle sur Internet? On peut parfaitement comprendre le combat, on pourrait dire éthique et politique, les deux étant mêlés par définition du ministre de l'Intérieur, qui entraîne visiblement avec lui le gouvernement. C'est évoqué il y a quelques instants dans l'interview que menait Axel de Tarlet. Mais très honnêtement, on serait tenté de dire aussi qu'on a rarement vu une campagne de publicité pour un spectacle aussi réussi. Mais la Cour européenne risque-t-elle de donner raison à Dieudonné? Et l'État français devra-t-il lui verser des dommages et intérêts? Est-ce que ça peut arriver, Philippe Bilger, selon vous?
Malheureusement pour Monsieur Calvi, je me fichais pas mal de savoir si les médias parleraient longtemps de lui, ou si cela lui ferait de la publicité, ou s'il y avait un moyen de l'empêcher d'être sur Internet, ou si la France pourrait être sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Non. Les questions qui me semblaient légitimes étaient: dans quelle mesure Dieudonné et son public sont-ils antisémites? Que revendiquent-ils? Quelles sont les causes et l'origine de ce phénomène? Tout cela était incohérent. Pourquoi un humoriste qui fait des sketchs sur toutes les formes d'intolérance s'en prendrait spécifiquement à une communauté? C'est absurde. Pour affiner mon point de vue, je recherchais des documentaires sur Dieudonné. Je dénichais une vieille émission de télé, puis un documentaire, puis une interview, puis un autre documentaire. Voici un extrait du documentaire Dieudonné sans forme de politesse. Le rire se provoque, le débat aussi. Et ça n'est pas en le demandant poliment qu'on l'obtient. Donc il faut le demander sans forme de politesse. Et là, trouver ensuite, après le petit mouvement, on va dire, après l'effet de provocation qui peut paraître un peu désagréable pour celui qui est provoqué, voilà, il faut aussi ouvrir le débat. Et s'il n'est pas capable de le faire, eh bien c'est que nous ne sommes pas dans une démocratie, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Moi je ne suis pas obligé d'être d'accord, et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. J'ai mis en évidence, mon lynchage a mis en évidence cette démonstration de force et ce chantage à l'antisémitisme ridicule. L'antisémitisme, évidemment, doit être combattu, mais comme la haine du rouquin ou le racisme anti-noir, pas plus, pas moins. Ça n'est rien de plus. L'antisémitisme n'a pas plus. Cette hypertrophie autour de l'antisémitisme cache des choses beaucoup plus. Cache quelque chose de sale. C'est pas une volonté de moi, Dieudonné, d'en parler. Mais on peut en parler librement comme de tous les sujets. Maintenant, oui, je pense que ce sera un sujet intéressant parce que il cristallise autour de lui un véritable deux poids, deux mesures dans le traitement de la lutte contre le racisme, qui est comme on le sait tous aujourd'hui, un outil électoral du Parti Socialiste notamment, et de SOS Racisme, et de tous ces mouvements qui ont tenté représenter ce monopole du cœur, de l'honnêteté, de l'objectivité, de la lutte antiraciste formidable de la gauche. C'était le Parti Socialiste, plus exactement. Parce qu'effectivement, je pense que la gauche avait pour vocation de porter ce débat. Il ne fallait pas laisser ce débat aux ultrasionistes du Parti Socialiste, qui, bon, voilà, bon, il y a le racisme, on veut bien le combattre, mais il ne faut pas qu'on parle de la Palestine. C'est amusant. Alors aujourd'hui, bon, c'est quand même l'un des combats l'un des sujets importants. On peut critiquer très radicalement la politique d'Israël, c'est une chose, mais on n'a pas à glisser, comme ça a glissé en 20 ans, dans un espèce d'antisémitisme hallucinant qui est admis par des tas de gens sous prétexte qu'effectivement c'est anti-américain et que l'Amérique c'est le mal absolu, ou c'est anti-israélien, parce que c'est la dernière, dans leur idée, le dernier endroit où on peut mener une lutte anticolonialiste, puisque Israël est vécu comme une colonie. C'est n'importe quoi. C'est quel cas par ailleurs? Non, non, c'est pas le cas. Israël n'est pas une colonie, mais elle pratique une politique de colonisation. On peut dire ça sans être antisémite, par ailleurs. Oui, mais bien sûr. On est d'accord. On veut tous la paix contre les territoires. On veut tous la paix contre les territoires occupés. On veut tous la paix contre les territoires occupés. Ce lapsus méprisable de Philippe Val était le symptôme de ce que dénonçaient parfaitement ces documentaires. L'antisémitisme était une diversion médiatique face aux problèmes soulevés par le sionisme. Je reviendrai sur le sionisme dans le second épisode de cette chronique d'un éveil citoyen. Malgré tout, je m'efforçais de rester impartial et rechercher les arguments des détracteurs de Dieudonné, tels que ce médiatique BHL. Alors, malgré tout, cette affaire, même si les propos sont largement condamnables,
pose un problème qui doit vous intéresser, vous aussi, en tant que philosophe, pas seulement en tant que citoyen engagé, mais en tant que philosophe. Et je voudrais rappeler ce qu'a dit hier le président de la Ligue des droits de l'homme. Il a dit que ce qui s'est passé hier, et cette interdiction par le Conseil d'État, instaurait un cadre juridique lourd de conséquences pour la liberté d'expression. Est-ce que condamner, interdire Dieudonné, c'est d'une certaine façon aussi se mettre des fers aux pieds et mettre à mal la liberté d'expression, principe fondamental de France? Mais c'est le contraire. On n'a pas condamné la liberté d'expression. On a dit que dans la France de 2014, on ne pouvait pas traîner les juifs dans la boue comme juifs, qu'on ne pouvait pas dire que la place de Patrick Cohen était dans une chambre à gaz, qu'on ne pouvait pas faire venir Forisson déguisé en déporté sur une scène, qu'on ne pouvait pas demander la libération du chef du gang des barbares, Youssouf Fofana, l'assassin d'Ilan Halimi, ce jeune juif torturé à mort dans une maison de Bagneux. Monsieur Dieudonné Mbala, c'est quelqu'un qui, dans ses vidéos, réclame la libération du chef du gang des barbares. Alors ça, c'est un peu fort. Dieudonné demande la libération de Youssouf Fofana du gang des barbares? Voyons voir ça de plus près. Mais revenons, s'il vous plaît, bien sûr, sur les faits. Saïd, un homme tranquille et sans histoire, un père de famille aimant, un contribuable français, une vache à lait, comme on dit, a été froidement assassiné sur son lieu de travail, à Bobigny. Son seul tort, obéir à sa hiérarchie. Saïd va fermer la porte. Il va fermer la porte, Saïd. Mais non, ça ne sera pas comme ça que ça va se passer. Et surtout, être de type maghrébin et de confession musulmane. Ça, c'est la réalité. Pour cela, il a été abattu, rossé, mis à mort et finalement noyé par 6 jeunes barbares juifs, 6 jeunes intégristes surexcités, animés par cette haine viscérale que nous connaissons bien, la haine du goyim, la haine du non-juif, qui est très très présente en ce moment et qu'il faudra, j'espère, soigner un jour. Les 6 rats du canal de l'Ourcq, comme on les appelle aujourd'hui, ah oui, c'est leur nom, le gang des rats, c'est comme ça que l'on parle à Bobigny, ont signé la plus abjecte en réalité et la plus ignoble des agressions, de celles qui se commettent en meute, cette meute qui va commettre l'acte sur la personne isolée. C'est réellement absolument à gerber. Contrairement au jeune Ilan Halimi, Saïd, lui, ne sera pas abandonné encore vivant sur les rails d'un chemin de fer. Non, il n'aura pas droit à ça, Saïd. Saïd n'aura pas droit à cette chance qu'a eu Ilan d'être accueilli et de mourir quand même dans les bras fraternels des secouristes. Non, Saïd mourra seul, noyé dans l'eau glaciale du canal, sous les yeux rouges de 6 gros rats. Libérer Fofana, oui, parce qu'on ne peut tolérer le 2 poids 2 mesures, messieurs les gouvernants. On doit imaginer un monde égalitaire, parce que 2 de ces rats ont été déjà libérés, on leur a pardonné. Alors eux aussi auraient été des victimes influençables d'une propagande, incitées à la ratonnade par leur maître à penser, évidemment. Le très autorisé Éric Zemmour, qu'on a vu à la télé, qu'on voit en permanence sur le service public. Alors les gens y croient, les gens se disent mais c'est donc vrai. Ils ont aussi écouté la mise en garde de Thierry Lévy. Thierry Lévy. Vous ne pouvez pas l'ignorer, le cyclope des Carpates, comme le surnomment ses collègues de la commandanture. Mais regardez tout de suite l'extrait de Thierry Lévy et du programme qu'il a pour les Français d'origine africaine. La ratonnade. Écoutez ces discours, écoutez-le. Ne vous réfugiez pas derrière une liberté d'expression qu'au fond vous ne respectez pas. Je trouve le procédé assez malhonnête, je vous le dis. Vous employez des mots que vous allez regretter dans un instant, non, mais vous vouliez la paix, on peut en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez, il y a les coups, coups. Après ces menaces proférées en direct, intéressons-nous aux fameux propos de Dieudonné sur Patrick Cohen. Ah non, quand il chiale, on dirait Jakubowicz, pas de souci. Tu le lances sur la Shoah, et il termine, double salto arrière, réception sur la caisse enregistreuse. Donc on a affaire à... L'autre, il a dit que j'avais un cerveau malade. Et c'est vrai que lui, s'il vent tourne, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise non plus. Pardon. Moi, quand je l'entends parler, je me dis, les chambres à gaz, quand même, dommage. Et
Ah, je lui balance une crotte de nez dans sa gueule, je l'emmerde. L'autre, il me dit que j'ai un cerveau malade, laisse-moi faire. Demandez en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à honorer à la télévision et, à mon avis, pas seulement pour de mauvaises raisons. Dans le cas de Tariq Ramadan et de Marc-Édouard Nab, ils ont fait à peu près toutes les émissions imaginables, l'un en tant qu'intellectuel et l'autre en tant qu'écrivain. Moi, j'ai pas envie d'inviter Tariq Ramadan. Mais libre à vous de ne pas le faire. Je vous le dis. Non, mais vous dites, il fait Et du coup, il y a Patrick Pompidou, il fait toutes les émissions. Vous dites, bah non, il fait pas toutes les émissions. Oui, d'accord, mais enfin, vous faites une émission, vous faites le journal, vous ne faites pas une émission de débat intellectuel. L'avantage, c'est d'avoir chacun la scène et voir qui on veut. Sur ce sujet, j'ai toujours été clair et j'ai toujours fait ça partout, y compris sur des stations de radio que nous avons fréquentées tous les deux. Oui. Pour moi, il n'y a pas de liste noire, il n'y a pas d'invité que je refuse d'inviter par principe parce que je ne l'aime pas. Voilà, je me l'interdis. Je suis sur le service public, c'est pas à moi d'inviter les gens en fonction de mes sympathies ou de mes antipathies. Voilà, c'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, non, mais c'est pas très seulement important. Une question de sympathie ou d'antipathie. Vous avez très bien. On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager des thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Ici, je suis forcé de reconnaître qu'insulter quelqu'un n'est jamais une preuve d'intelligence. Mais ramené à un langage de cours de récré, cela peut se traduire par un débile congénital et un va crever en enfer. Mon opinion sur l'affaire Dieudonné venait de se forger après 2 mois de recherche et de débat. Ma conclusion était la suivante. La tentative unanime des politiques et des médias pour diaboliser, et maintenant pour censurer Dieudonné, est inacceptable et dangereuse. Dieudonné n'a rien d'un Jean-François Copé qui attise la haine en racontant des histoires de pain au chocolat. Il exorcise la peur par le rire. Il met toutes les diversités politico-ethno-religieuses d'un pays dans une salle et les fait rire ensemble de leurs différences et de leurs absurdités. C'est ainsi que l'on forge une identité nationale, pas en faisant des débats stériles qui dévient sur le racisme. La classe médiatico-politique rivalisait de mensonges, de manipulations, de haine, de manichéisme dans cette affaire. Le paradoxe était que l'accusation lancinante portée contre Dieudonné était les mensonges, les manipulations, la haine. Étrangement, cette affaire portait en elle le germe de la vérité. La différence entre un petit mensonge et un mensonge colossal, c'est l'intentionnalité perçue, c'est-à-dire le bénéfice du doute et la condamnation morale. On peut attribuer le petit mensonge à une erreur, c'est-à-dire à un défaut dans la mémoire, une maladresse dans les paroles ou une légère faute morale. Le petit mensonge est pardonnable parce que l'erreur est humaine, que nous sommes tous des êtres humains et que nous avons tous déjà menti ou fait des erreurs. Dans le cas du mensonge colossal, l'intentionnalité de mentir et de manipuler est incontestable. Cela revient à une trahison. En effet, lorsque l'intentionnalité est indéniable et que l'ampleur du mensonge est colossale, lorsque le lâche ne se contente plus seulement de fermer les yeux sur la vérité et devient un partisan actif du mensonge, il devient un traître. D'un point de vue moral, pardonner une trahison est beaucoup plus difficile que de pardonner une lâcheté ou une incompétence. Dès lors, la crédibilité d'environ 90% que j'accordais à la sphère politique et médiatique fut brutalement ramenée à un maigre 10%. Et, proportionnellement à cette première désillusion, mon désir de sonder la profondeur du mensonge officiel devint obsessionnel. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'attends vos commentaires et vos critiques. Retrouvez-moi sur Tipeee pour m'encourager et ou apporter une contribution financière. Les sources de cet article sont indiquées en commentaire. Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire mais comprendre. À bientôt.